notre planète, il y a des zones où tout système de navigation semble impuissant. Des groupes de voyageurs y sont restés à jamais, incapables de trouver une issue. Surprenant, envoûtant, inquiétant. Ces lieux ont su garder leur part de mystère. Aujourd'hui encore, plusieurs disparitions dans différents endroits de notre planète n'ont jamais été expliquées. De nombreuses hypothèses ont été émises, incluant le fait que la majorité des disparus auraient pu être tués. Tout est possible, mais ces cas ne seront probablement jamais résolus. Depuis des décennies, le triangle des Bermudes, une zone de l'océan Atlantique située entre la Floride, Porto Rico et l'archipel des Bermudes, où de nombreux avions et bateaux auraient disparu, nourrit les théories conspirationnistes. L'un des plus gros navires de la marine américaine a disparu sans laisser de traces. Plus de 100 ans plus tard, son sort reste inconnu. Comment le plus gros navire de la marine américaine a-t-il pu disparaître sans laisser de traces? Telle était la question que se posaient de nombreuses personnes en mars 1918, lorsqu'un énorme charbonnier, l'US Cyclops, disparut lors d'un voyage entre les Antilles et Baltimore. Un siècle plus tard, la réponse n'est pas près d'être résolue. Le Cyclope mesurait près de 167 mètres de long, avec un équipage de 306 personnes et environ 11 000 tonnes de manganèse à bord. Il naviguait avec succès depuis 1910, voyageant entre la mer Baltique, les Caraïbes et le Mexique, et aidant à déplacer le charbon à travers le monde et à aider les réfugiés. Mais en 1917, lorsque l'Amérique est entrée dans la Première Guerre mondiale, Cyclope est devenu un atout naval clé, transportant des troupes et du charbon pour alimenter d'autres navires partout dans le monde. En mars 1918, le navire reçoit une nouvelle cargaison, des tonnes et des tonnes de minerais de manganèse dense, utilisés dans la sidérurgie. Il a quitté le Brésil chargé, puis s'est rendu à la Barbade pour se réapprovisionner pour le long voyage de retour à Baltimore. Le dernier message connu du navire disait simplement « Witter Fair Allwell ». Mais au cours du voyage de 9 jours, quelque chose a mal tourné et personne du navire n'a jamais été revu ni entendu, disparaissant sans même un SOS. Le navire a tout simplement disparu sans laisser de traces et aucun débris n'a jamais été retrouvé. Lorsque le navire n'a pas atteint Baltimore comme prévu, une recherche massive a été lancée. Chaque navire de la marine de Cuba à Porto Rico a recherché tous les débris possibles, anticipant qu'ils auraient pu tomber sous les sous-marins allemands. Cependant, il n'y avait aucune trace de Cyclope. Alors, qu'est-il arrivé à l'US Cyclope? Il existe de nombreuses théories, mais aucune n'a pu le prouver avec des faits et des preuves réelles. Même après un rapport de quelques 15 000 pages de la marine américaine sondant le mystère du Cyclope, la plupart des explications sont restées des spéculations. Étrangement, le navire se trouvait en plein milieu du triangle des Bermudes, lorsque l'incident aurait eu lieu. Jusqu'à présent, cette disparition est restée comme l'un des plus grands mystères de l'océan, et c'est probablement parce que l'épave du navire n'a pas encore été localisée, et par conséquent, la cause est également inconnue. Voici quelques explications qui se rapprochent de ce qui a pu réellement se passer en mer. Le capitaine Warley était détesté par la plupart de ses collègues et officiers. Ils l'ont toujours accusé d'être un pro-allemand. On a en fait découvert plus tard que le capitaine Warley était né en Allemagne et avait un nom différent plus tôt. On ne sait pas ce qui l'a poussé à changer de nom. Aussi, Gottschalk, le consulat général des États-Unis à Rio, qui est étonnamment monté à bord du navire avec 73 autres marins locaux, était également très populaire parmi la communauté allemande au Brésil. De plus, beaucoup plus de charbon et de carburant ont été chargés depuis la Barbade, alors que cela n'était pas officiellement prévu, ni même requis. S'agissait-il donc d'un cas de sabotage ? Pourquoi n'y a-t-il pas eu d'appel SOS de la part du capitaine ?
Puisque la guerre des États-Unis avec l'Allemagne a déjà éclaté à ce moment-là, le capitaine et Gottschalk ont-ils été de connivence pour couler le navire ou l'ont-ils détruit? Ou l'ont-ils emmené jusqu'en Allemagne? Voici une autre théorie. L'un des officiers de la marine, Nervig, était à bord du Cyclope jusqu'à Rio. Il a écrit un rapport selon lequel il trouvait souvent le pont du navire se balançant lorsque des grosses vagues frappaient le navire. Ainsi, le navire montrait déjà des signes d'affaiblissement et de séparation. Il y a donc peut-être eu une défaillance structurelle qui a coulé le navire. Le navire a-t-il pu être dynamité par une mine sous-marine allemande ou torpillé par un sous-marin allemand? L'US Navy affirme qu'une telle possibilité n'existe pas si le navire avait été sur sa bonne route. Cependant, si le navire avait été largement hors de sa trajectoire, il y avait une forte possibilité que cela se produise et le navire aurait péri. Dans une étrange série de coïncidences, les deux navires jumeaux de l'US Cyclops, l'US Neureuse AC-10 et l'US Proteuse AC-9, ont également disparu avec tous les membres de son équipage dans l'Atlantique. Au moment de sa disparition, l'US Neureuse était sur la même route que le condamné US Cyclops. Il y a eu d'autres incidents dans le triangle des Bermudes. Le voyage de Christophe Colomb en 1492. Christophe Colomb, lors de son voyage avec 3 voiliers et 90 hommes à travers l'Atlantique, à la recherche du Nouveau Monde, a rapporté dans le journal de bord de son navire qu'une grande flamme de feu tombait dans la mer, des lectures de boussole inhabituelles et des lumières étranges. 1609. Le voilier The Sea Venture a fait naufrage près de l'extrémité des Bermudes, un coin du triangle des Bermudes. Le commandant de la flotte, Sir George Somers, et son équipage ont réussi à débarquer et ont été les premiers à établir un établissement humain sur l'île des Bermudes. 1812. Theodosia Burr Alston était la fille de l'ancien vice-président américain Aaron Burr. Sa disparition a été citée au moins une fois en relation avec le triangle des Bermudes. Elle est montée à bord de la goélette Patriot, qui a commencé sa voile de Charleston, Caroline du Sud, à New York, le 31 décembre 1812. Son mari, qui a prêté serment quelques jours avant en tant que gouverneur de Caroline du Sud, ne pouvait pas l'accompagner, et à la place, il a envoyé son vieil ami Timothy Green pour accompagner sa femme. Cependant, Patriot et personne à bord n'ont pu être entendus à nouveau. Patriot était auparavant utilisé comme corsaire pendant la guerre pour attaquer les navires britanniques. On s'attend à ce que le navire ait été surchargé des profils cachés et des armes saisies lors de tels raids lorsque le capitaine du Patriot a voulu se rendre rapidement à New York, ce qui a entraîné le naufrage du navire. 1872, Marie Céleste. Connu comme un navire fantôme, c'est-à-dire un navire abandonné, du triangle des Bermudes, le brigantin de 31 mètres, Marie Céleste, a eu de nombreuses mésaventures avant son voyage mystérieux en 1872. Le 4 décembre 1872, Marie Céleste a été retrouvée sans âme à bord, alors qu'il naviguait encore. Il a été repéré au large du Portugal en direction du détroit de Gibraltar. Personne n'avait la moindre idée de ce qui était arrivé à l'équipage. Le temps était beau et on savait qu'il était parti de New York avec un capitaine et un équipage expérimenté et compétent. Le Marie Céleste s'appelait à l'origine The Amazon, lorsqu'il a été construit dans les sentiers navals de Spencer Island en Nouvelle-Écosse au Canada, en 1861. Il a été lancé la même année, qui s'est également avérée être l'année où la guerre civile américaine a éclaté. Le brigantin Marie Céleste mesurait 31 mètres de long, 7,6 mètres de large et déplaçait 282 tonnes d'eau. Cependant, depuis son lancement, il avait toujours été sous l'influence d'une puissance maléfique pour des raisons étranges.
Au cours de sa première décennie d'exploitation, il a été impliqué dans plusieurs mésaventures et a traversé de nombreux changements de propriétaires. Le premier maître Robert McLean, tombant malade et mourut. Lors de son voyage inaugural commandé par John Parker, le navire a subi de gros dommages dans sa coque après avoir heurté un barrage de pêche au large. Marie Céleste a nécessité des réparations majeures dans les chantiers navals. Plus tard, un incendie s'est déclaré dans les chantiers navals, mettant fin au commandement de Parker. Lors de sa première traversée de l'Atlantique, il entre en collision dans le détroit de Douvres avec un navire à 2 mâts qui coule. Marie Céleste a de nouveau besoin de réparation. À son retour en Amérique, il s'est échoué au large de Conn Bay, en Nouvelle-Écosse. Après avoir été retiré des rochers, il a continué à changer de main entre plusieurs propriétaires. Personne n'a fait de profit. En fait, certains d'entre eux ont même fait faillite. Finalement, il fut acheté par un Américain, James Winchester. James l'a acheté lors d'une vente aux enchères, de récupération à New York pour $3 000. Il a subi d'importantes réparations et rénovations. Quand il a été de retour, le navire avait l'air complètement différent et n'avait pratiquement aucune ressemblance avec The Amazon. Son nom a ensuite été changé en Marie Céleste. En automne 1872, Marie Céleste a été préparée dans l'East River de New York pour un voyage à Gênes en Italie. Le capitaine du navire était Benjamin Briggs, âgé de 37 ans. L'épouse de Benjamin, âgée de 30 ans, Sarah, et son enfant de 2 ans étaient également à bord du navire. Il y avait 7 membres d'équipage, soit un total de 10 à bord. Le capitaine Briggs était un marin très expérimenté et compétent et a commandé 5 navires au cours de sa carrière. Il était lui-même propriétaire de nombreux navires et avait passé la majeure partie de sa vie sur la mer. Marie Céleste a quitté New York le 7 novembre 1872. Il transportait une cargaison de 1701 barils d'alcool commercial, brut d'une valeur d'environ $35 000 et avait une assurance complète. Étrangement, après presque un mois de navigation, le 4 décembre 1872, un navire de l'Empire britannique nommé De Gracia trouva le Marie Céleste entre les Açores et le Portugal. Il avait apparemment l'air abandonné, bien qu'il soit toujours sous voile. Il n'y avait pas une seule âme à bord. Alors, quelle aurait pu être la cause d'un abandon aussi mystérieux? Le temps était beau, et le bateau avait 6 mois de nourriture et d'eau. L'équipage était composé de marins très compétents et dignes de confiance. Même les effets personnels, y compris les objets de valeur, n'ont pas été touchés. Voici quelques théories derrière le mystère de Marie Céleste. Le piratage. Certains ont émis l'hypothèse que le Marie Céleste était tombé sur les pirates nord-africains, connus pour opérer dans cette région. Les pirates auraient tué tout le monde à bord et jeté les corps par-dessus bord. Cependant, aucun cas de piraterie de ce type n'a été signalé dans le détroit de Gibraltar pendant cette période et au cours de la dernière décennie. C'est peut-être parce que la marine britannique y était stationnée. Même s'il y avait de la piraterie, il est presque impossible de croire que les pirates épargneraient tous les biens personnels et de valeur des membres d'équipage. Personne ne semble avoir même touché la cargaison. De plus, il n'y avait aucun signe de violence sur le navire. L'équipage des Gracia. Des suspects? Une autre théorie était que l'équipage du navire des Gracia, qui a récupéré le Marie Céleste abandonné, aurait assassiné tout le monde à bord, puis fabriqué l'histoire de Ghost Ship, afin de revendiquer les droits de sauvetage. Mais cela semble très peu probable. Il n'y avait aucun signe de lutte sur le Marie Céleste. Deuxièmement, De Gracia est parti 1 semaine après Marie Céleste et n'aurait pas pu le rattraper. Aussi, Moray House, le capitaine de De Gracia, était un bon ami de Briggs. Une escroquerie à l'assurance. Certains pensaient que tout l'incident avait probablement été planifié pour faire une fausse réclamation d'assurance.
mais cela aurait exigé que Morehouse de De Gracia soit de connivence avec Briggs pour que cela se produise. Bien que cela soit possible, le navire Marie-Céleste n'appartenait à aucun d'eux. Le propriétaire était James Winchester. De plus, la valeur d'assurance était assez modeste. Un acte aussi planifié et mis en scène pour un montant aussi modeste semble donc tout à fait improbable. Une tempête. Il est vrai que lorsque l'équipage de De Gracia a récupéré le Marie-Céleste, ils ont trouvé beaucoup d'eau entre les ponts et environ 9 cm et demi d'eau dans la cale. De plus, 2 des 3 pompes à eau se sont avérées démontées, alors qu'une seule fonctionnait. Cela a conduit à la théorie selon laquelle Marie-Céleste aurait été frappée par une violente tempête, et pendant qu'elle coulait, le capitaine Briggs a ordonné à l'équipage d'évacuer. Mais il y a aussi des erreurs dans cette théorie. Aucune tempête de ce type n'a été signalée dans cette région de l'Atlantique au moment où Marie-Céleste a été découverte abandonnée. De plus, le niveau d'eau n'était pas suffisant pour qu'un capitaine ordonne l'évacuation. Le navire était encore en bon état de navigation. Cependant, il est possible que puisque la propre famille de Briggs était à bord, il aurait été extrêmement prudent. Alors pourquoi ne sont-ils pas tous revenus et n'ont-ils pas expliqué l'histoire à tous? Un équipage ivre. Il a été constaté que 9 des 1701 barils d'alcool étaient vides. Il y avait donc une spéculation selon laquelle les membres d'équipage auraient consommé tous de l'alcool, se seraient saoulés et auraient assassiné le capitaine et sa famille, en raison de la tyrannie de Briggs au fil des ans. Cela semble bien, mais semble peu probable. Briggs était connu comme un capitaine capable et bien élevé. De plus, il n'a jamais été entendu consommer de l'alcool lui-même et n'a donc probablement pas autorisé les membres d'équipage à consommer de l'alcool à bord. Un tremblement de mer. Un capitaine moderne, David Williams, a offert une explication indiquant qu'il y avait eu un tremblement de terre sous la mer. En conséquence, les 9 barils se seraient délogés et l'alcool aurait fui. Cela explique donc les fûts vides. Le fort grondement de la mer a fait paniquer les membres de l'équipage et ils ont sauté dans un petit canot à voile. Plus tard, ils ont essayé de rattraper Marie-Céleste, mais ils ne sont pas parvenus et sont morts en mer. Mais le fait est que l'équipage de De Gracia n'a signalé aucun signe de grondement ou de réplique. De plus, aucun tremblement de terre n'a été signalé dans les îles portugaises voisines ou aux Açores pendant cette période. Une explosion ? De toutes les théories, une éventuelle explosion provoquant l'abandon de Marie-Céleste semble être la plus probable, même si elle a aussi sa propre mise en garde. Cette théorie a été proposée par James Winchester, le propriétaire de Marie-Céleste lui-même. Les 9 barriques d'alcool retrouvées vides étaient en chêne rouge et non en chêne blanc, comme les autres barriques non vides. Les chênes rouges sont généralement plus poreux. Il y a peut-être eu une lente fuite d'alcool à travers ceux-ci. Cela aurait créé des vapeurs d'alcool dans la soute. Les canons, qui étaient attachés avec des bandes d'acier, se seraient frottés les uns contre les autres. Le frottement dans les bandes d'acier a alors créé une étincelle qui aurait alors provoqué une explosion. Le capitaine Briggs, voyant un violent jaillissement de fumée et de feu, aurait paniqué et ordonné à l'équipage de monter immédiatement sur les canots de sauvetage. Pressé, l'équipage n'a pas pu attacher son bateau au navire avec une corde solide. Et par la suite, un vent fort les aurait chassés et tous se seraient noyés, ou seraient morts de faim ou d'exposition aux intempéries. Cependant, le contre-argument à cette théorie est que lorsque Marie-Céleste a été récupérée, personne ne pouvait sentir les vapeurs d'alcool à l'extérieur de la cale, ni voir de marques de brûlure. Qui sait si les 9 tonneaux ont effectivement été chargés à vide à New York même. De nombreuses autres théories ont germé au fil des ans, certaines intéressantes et d'autres absurdes. Une théorie suggérait que l'équipage avait abandonné le navire en raison de tornades marines. Un autre a déclaré que les sous-marins ennemis avaient semé la panique dans l'équipage, entraînant l'abandon.
Un autre encore a mentionné que le navire était ancré à un banc de sable mouvant et l'équipage, pensant qu'il était dans une situation désespérée, a utilisé le canot de sauvetage et s'est perdu dans la mer et le banc de sable s'est à nouveau déplacé, libérant le navire. Mais il n'y a encore aucune explication qui justifie l'abandon de Marie Céleste, avec des preuves et des faits. Des années plus tard, un homme a même affirmé qu'il était le seul survivant de Marie Céleste. Il a raconté que le capitaine a défié le premier lieutenant à une course de natation près du navire et qu'ils ont tous deux été tués par un requin. Alors que l'équipage regardait la scène avec horreur, une vague anormale est venue frapper le navire, le jetant par-dessus bord et noyant tout le monde, lui étant la seule exception. Le navire lui-même n'a cependant pas coulé et a continué à naviguer tout seul. Au cours des dernières années, il y avait plus de telles affirmations de survie faites par d'autres, mais aucune n'a pu être vérifiée avec des preuves. Larry Kutch, le bibliothécaire de recherche américain, auteur et pilote, dans son célèbre livre The Bermuda Triangle Mystery, Solved, publié pour la première fois en 1975, a noté « Aucune des histoires n'a pu être étayée et aujourd'hui le sort des occupants du Marie Céleste est aussi mystérieux que le jour où le navire a été retrouvé abandonné en mer. » Le triangle du lac Michigan. Bien que le triangle du lac Michigan, ou simplement connu sous le nom de triangle du Michigan, soit relativement peu connu à l'échelle mondiale, en particulier lorsqu'il est comparé au triangle des Bermudes, l'histoire du triangle du Michigan a été ternie par de nombreux incidents macabres et des récits inexpliqués. Ces histoires sont en effet suffisantes pour rendre le lac Michigan plus intéressant que tout autre endroit étrange renommé du monde. Les phénomènes mystérieux du Michigan Triangle sont apparus pour la première fois en 1891, lorsqu'une goélette nommée The Thomas Hume a traversé le lac pour ramasser du poids et a disparu pendant la nuit dans un torrent de vent avec son équipage de 7 marins. Une recherche massive a été menée pour récupérer le bateau en bois, mais ni le bateau ni un morceau de bois flotté n'ont jamais été retrouvés. Depuis lors, un siècle s'est écoulé et les événements étranges ont continué à se produire à intervalles réguliers. En 1921, un autre cas mystérieux, connu sous le nom d'incident de Roswell, s'est produit dans les limites du triangle du Michigan, dans lequel 11 personnes à l'intérieur du navire, qui étaient tous des membres de la Benton Harbor House of David, ont disparu et leur navire a été retrouvé renversé et flottant dans le lac Michigan. La chose étrange était l'apparence du navire qui semblait avoir été endommagé lors d'une collision. Mais aucun autre navire n'avait signalé d'accident à l'époque et aucun reste d'un naufrage n'avait été remarqué dans la zone présumée. Beaucoup ont trouvé l'incident de Roswell particulièrement étrange parce que le navire a été reconstruit après une épave antérieure au XIXe siècle qui a également connu le même sort. La disparition du capitaine George Donner. L'histoire commence dans la nuit froide du 28 avril 1937, alors que le cargo des Grands Lacs O.S. McFarland traverse le lac Michigan vers sa destination finale, une centrale électrique située à Port Washington, Wisconsin. Une lune rouge sang est suspendue au-dessus du navire qui transportait plus de 9800 tonnes de charbon depuis son point de départ à Erie en Pennsylvanie, d'où il est parti quelques jours auparavant. Bien que le voyage n'ait pas été considéré comme difficile, il a été rendu considérablement plus lent par l'état gelé des lacs à l'époque. Heureusement, le McFarland s'est avéré être entre de bonnes mains, car il était commandé par le très respecté George R. Donner. Donner, qui n'était pas étranger aux Grands Lacs gelés, naviguait officiellement depuis des décennies, mais avait été sur l'eau encore plus longtemps depuis sa naissance en 1879. Employé par la Valley Camp State Ship Company pendant plus de 10 ans en tant que skipper et compagnon sur leurs différents navires,
Donner a transféré son emploi lorsque son ancien employeur a été acheté par la Columbia Transportation Company, qui appartenait à la Ogilvy Norton Corporation, en 1935. En 1937, après n'avoir effectué aucun voyage en 2 ans, la CTC lui accorde le grade de capitaine et il reçoit le commandement complet de l'OS McFarland. Son premier voyage officiel de la saison sous celui du CTC débuterait le 25 avril et sa tâche était de transporter du charbon de la Pennsylvanie au Wisconsin. Il avait 57 ans. À 22h20, avec le détroit de Mackinac traversé avec succès et avec des banquiers gérables tout autour d'eux, le capitaine Donner ordonna de réduire la vitesse du navire pour des raisons de sécurité et s'éloigna de son poste. Le stress compréhensible qu'il avait subi au cours des dernières heures, alors qu'il naviguait sur le plus gros cargo à travers le détroit, presque gelé, avait commencé à faire des ravages, et le respectable capitaine était fatigué. Informant ses premiers et seconds compagnons qu'il se retirerait dans sa cabine pour un repos bien mérité, il leur ordonna de le réveiller lorsqu'ils auraient dépassé Sheboygan et entameraient leur approche de Port Washington. Connaissant le lac et la vitesse à laquelle il se déplaçait, il a estimé que cela prendrait environ 3 heures. Confiant que ses hommes pourraient gérer la tâche de contrôler le navire en son absence, le capitaine Donner s'est dirigé vers sa cabine, qui était située à l'arrière de la timonerie et dans une descente. Une fois à l'intérieur, il ferma la solide porte en bois derrière lui, et ses hommes prirent immédiatement le commandement. 3 heures plus tard, à 1h20, maintenant le 29 avril est l'anniversaire du capitaine Donner, le navire a commencé son approche vers Port Washington. Suivant les ordres du capitaine, le second mate s'est approché de la cabine pour alerter Donner qu'ils étaient nécessaires dans la timonerie pour se préparer aux procédures d'accostage. L'homme se mit à frapper à la porte, mais étrangement, il n'y ait eu pas de réponse. Appelant à nouveau le capitaine, le second a commencé à frapper à la porte comme il l'avait fait quelques instants auparavant, mais il n'y avait toujours pas de réponse. Inquiet que le capitaine ne puisse pas l'entendre pour une raison quelconque, le second a pris la décision d'entrer dans la pièce, mais lorsqu'il a tenté de tourner la poignée, celle-ci ne bougeait pas. La porte a été verrouillée de l'intérieur. Inquiet que le capitaine dorme au-delà du moment où il insistait pour être réveillé, le second mate alla récupérer le passe-partout. Après avoir informé le premier lieutenant Charles Rager de ce qui se passait, il retourna à la cabine du capitaine et procéda au déverrouillage de la porte, faisant connaître sa présence avant de descendre les escaliers et d'entrer dans la pièce. Le second mate a supposé qu'il entendrait Donner répondre à son annonce et l'appeler, mais comme avant, il n'a rien entendu. Maintenant inquiet que le capitaine ait peut-être subi une sorte d'urgence médicale et soit incapable de répondre, le second mate ouvrit la porte avec autorité et pénétra à l'intérieur. Mais ce qu'il attendait derrière la solide porte en bois et au bas de l'escalier n'était pas ce qu'ils attendaient. Car là, devant lui, il n'y avait rien d'autre qu'une pièce vide. Naturellement confus, le second mate a commencé à fouiller la petite pièce. Avec seulement un espace limité disponible pour se cacher, la pièce a été minutieusement vérifiée en quelques instants. Rien ne semblait déplacé, le lit, personne n'avait dormi dedans, et les hublots étaient solidement fermés. Même s'ils ne l'étaient pas, aucun homme n'aurait pu les traverser de toute façon, car ils étaient assez petits, et le capitaine Donner était noté comme étant un peu plus grand. Alors, où est passé le capitaine ? Le second mate n'était pas sûr, mais il savait qu'il devait informer le reste de l'équipage que leur capitaine avait disparu et qu'il devait commencer une recherche du navire immédiatement. Pensant que le capitaine avait peut-être quitté la pièce quelques minutes avant l'arrivée du second mate, peut-être à cause de la faim, les membres d'équipage se sont dirigés vers la cuisine pour enquêter. Quand ils sont arrivés, ils ont remarqué 2 pompiers qui terminaient leur pause et ont demandé s'ils avaient vu Donner. Mais les 2 hommes ont répondu que pendant tout le temps qu'ils étaient là, ils n'avaient pas vu le capitaine.
Peu de temps après, chaque homme à bord du navire a été mis au courant de la situation et tout le cargo a dû être fouillé de fond en comble. Chaque pièce devait être pénétrée, chaque porte déverrouillée, chaque caisse et conteneur vérifié. Rien ne devait être laissé au hasard et le capitaine devait être retrouvé avant leur arrivée à Port Washington. Malheureusement, cette recherche est avérée inutile car le capitaine George R. Donner n'a jamais été retrouvé à bord. Lorsque l'OS McFarland a accosté dans le Wisconsin, les membres d'équipage ont contacté les autorités compétentes pour leur faire savoir que leur capitaine avait disparu dans des circonstances mystérieuses. Une alerte a été envoyée à la garde côtière sur le lac et une recherche immédiate a été lancée. Le capitaine, ont-ils promis, serait retrouvé et le mystère de ce qui s'était passé serait résolu. Mais comme cela devenait rapidement la norme dans cette situation malheureuse, cela ne s'est pas avéré être le cas, et le capitaine Donner n'a jamais été localisé. Il venait d'avoir 58 ans. Le capitaine, semblait-il, avait tout simplement disparu dans les airs, pour ne plus jamais être revu. Interrogés par les autorités locales sur ce qui s'est passé cette nuit-là, les membres d'équipage n'ont pu donner au mieux que peu d'informations. À 22h20, le capitaine Donner s'est retiré dans sa chambre et on pensait qu'il y était resté pendant au moins 2 heures, car un mouvement a été entendu venant de l'intérieur de la cabine. Les hommes qui ont entendu le bruit de l'intérieur ont déclaré qu'il semblait que Donner était en train de parcourir de la paperasse, s'occupant peut-être des documents qui seraient nécessaires à l'amarrage. Mais cela n'a pas pu être confirmé, car personne n'a jamais vu l'intérieur de la pièce. En dehors de la disparition proprement dite, les autorités ont appris des informations assez intéressantes concernant l'état général du capitaine Donner avant sa disparition. Le shérif de Port Washington, Ben F. Frankel, après avoir parlé avec les officiers du navire, a appris que Donner était dans un état très nerveux pendant la majeure partie du voyage, parce que les boussoles avant et arrière du navire ne fonctionnaient pas correctement, pour une raison inconnue. À cause de ce problème, Donner a refusé de se reposer à quelque titre que ce soit, allant même jusqu'à renoncer complètement au sommeil pour pouvoir garder un œil sur leur position. Parallèlement à cela, le steward du navire a dit au shérif Frankel qu'à un moment donné, le capitaine Donner s'est approché de lui et lui a expliqué qu'il ne se sentait pas bien, mais qu'il n'expliquerait pas davantage ce qui n'allait pas exactement. Pendant des jours après la disparition, les communautés côtières ont gardé un œil sur le rivage, mais personne n'est revenu. Des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles le capitaine avait choisi de mettre fin à ses jours, en se faufilant sur le côté du navire, en attachant des poids lourds autour de lui et en sautant dans le lac. D'autres ont émis l'hypothèse que le capitaine avait été assassiné pour une raison inconnue et que son corps avait été jeté par-dessus bord peu de temps après avoir traversé le détroit de Mackinac. Cela aurait donné à l'équipage beaucoup de temps pour nettoyer la scène et proposer une histoire avant d'arriver à Port Washington. Bien que personne ne puisse vraiment dire si l'une de ces théories était vraie, ce sur quoi ils pouvaient s'entendre, c'est qu'elles étaient toutes les deux quelque peu plausibles. Mais ensuite, vous aviez l'autre côté, ceux qui n'étaient pas d'accord avec le récit et pensaient que quelque chose de plus surnaturel se préparait. C'étaient les gens qui pensaient que le capitaine avait peut-être été victime d'un pouvoir hors de son contrôle, mais plutôt pris par quelque chose. Ces personnes pensaient que le capitaine George R. Donner n'était malheureusement qu'un autre des comptes sur une longue liste de victimes du dangereux triangle du lac Michigan. Pour plusieurs personnes, il était coincé à l'intérieur du triangle pour toujours. Pour ceux d'entre vous qui ne le savaient pas, tout comme les Bermudes, l'Australie et le Japon, le lac Michigan abriterait un dangereux triangle aquatique. Dit être situé entre les points de Manitowoc, Wisconsin, Ludington, Michigan et Benton Harbor, Michigan. Le triangle du lac Michigan serait responsable des catastrophes à la fois sur l'eau et dans les airs, certains prétendant même que le triangle peut être tenu responsable du naufrage du Griffon depuis 1679.
Avant de penser à des choses surnaturelles, il existe une explication fondée pour tenter de l'expliquer. Et pour expliquer cet événement mystérieux, nous devons regarder sa source d'origine, comprendre exactement ce qui est dit. Dans les articles originaux parus dans les jours qui ont suivi la disparition du capitaine Donner, ils se font un devoir de dire que son équipage ne croyait pas qu'il s'était suicidé. Il était à la fois un homme respecté et de confiance. Il n'a donné aucune indication qu'il se trouvait dans une position qui l'amènerait à se faire du mal. Ce qu'ils disent cependant, c'est qu'il était extrêmement fatigué et qu'il n'agissait pas comme lui-même à cause de cela. Il était spatie, perdu dans son esprit et était hyper concentré sur les boussoles. Tout ce qu'il pouvait faire pour éviter de dormir, il le faisait. Et c'est là que le problème entre en jeu. Selon des études médicales, lorsqu'une personne a évité de dormir pendant 48 heures, ses performances cognitives commenceront à décliner rapidement et le cerveau commencera à glisser dans des périodes d'inconscience complète appelées micro-sommeil. Ils ressentiront également une anxiété extrême, des niveaux de stress accrus et une irritabilité accrue. Après 72 heures d'éveil, les périodes de micro-sommeil commenceront à durer plus longtemps et vous commencerez à ressentir des troubles de la pensée, à avoir des difficultés à effectuer plusieurs tâches à la fois, à vous dépersonnaliser et à commencer à avoir des hallucinations audibles et visuelles. Après 96 heures sans sommeil, soit 4 jours, toute votre perception de la réalité aura changé et vous aurez glissé dans une psychose de privation de sommeil. Il faut 4 jours sans sommeil pour entrer dans une psychose de privation de sommeil. Et il a fallu 4 jours à partir du moment où il a quitté la Pennsylvanie pour que le capitaine Donner disparaisse. C'est 4 jours pour qu'il devienne agité, nerveux et paranoïaque. Maintenant, bien que nous ne puissions pas dire exactement ce qui a pu se passer et pourquoi il a disparu, nous pouvons dire que c'est une assez bonne théorie. Oui, le capitaine n'a peut-être pas été du genre à se faire du mal, mais lorsqu'il est pris dans un cas aussi extrême de privation de sommeil, il n'est pas incroyable de penser qu'il s'est peut-être complètement évanoui, est sorti de sa cabine et est tombé ou a sauté par-dessus bord par erreur. Encore une fois, cependant, ce ne sont que des spéculations de notre part, mais d'après la façon dont son équipage a parlé aux autorités et aux journalistes à l'époque, il semble que cela pourrait être la réponse. Mais cela ne résout pas les questions de ce qui est arrivé à son corps, ce qui se passait avec les boussoles et pourquoi son équipage l'a entendu jouer avec un tas de choses dans sa cabine qui ne pouvaient pas être localisées. Ces questions ont-elles des réponses logiques ? Peut-être. Savons-nous même par où commencer pour essayer d'y répondre ? Pas du tout. L'un des plus grands mystères du lac Michigan est la disparition du vol 2501 de Northwest Airlines. Même avec une quantité incroyable d'indices disponibles, l'emplacement de cet avion de ligne disparu a échappé aux équipes de recherche sérieuses pendant des décennies. Benton Harbor, Michigan, 23 juin 1950. Vers 23h25 le 23 juin 1950, un C-54A DC-N-95-425, détenu et exploité par Northwest Airlines, s'est écrasé dans le lac Michigan, à environ 28 km au nord-ouest de Benton Harbor, Michigan. Aucun des 55 passagers et 3 membres d'équipage ont survécu. L'avion a été détruit. Le vol 2501 devait opérer entre les points terminaux de New York et Seattle, Washington, via des points intermédiaires de Minneapolis, Minnesota et Spokane, Washington. Vers 19h31, le vol a décollé de l'aéroport LaGuardia pour Minneapolis avec un équipage composé de Robert C. Lind, capitaine, Vern F. Wolf, premier officier, et Bonnie A. Feldman, hôtesse de l'air.
À bord se trouvaient 55 passagers, 2500 gallons de carburant, 80 gallons d'huile et 490 litres d'espresse, ce qui a entraîné un poids de l'avion de 71 342 livres au décollage. C'était 58 livres en dessous de la masse maximale autorisée au décollage, et la charge était répartie de manière à ce que le centre de gravité se situe dans les limites approuvées. Le plan de vol déposé auprès de l'ARTC, Air Route Traffic Control, spécifiait une altitude de croisière de 6000 pieds vers Minneapolis, une altitude de 4. À 21h49, au-dessus de Cleveland, Ohio, une altitude de croisière de 4000 pieds a de nouveau été demandée par le vol, et cette fois approuvée par l'ARTC. 40 minutes plus tard, l'ARTC a demandé au vol de descendre à 3500 pieds, car il y avait un vol en direction et à 5000 pieds au-dessus du lac Michigan qui subissait de fortes turbulences et des difficultés à maintenir son altitude assignée. L'ARTC a estimé que les deux vols se croiseraient à proximité de Battle Creek, Michigan, et que la séparation standard de 1000 pieds ne serait pas suffisante en raison de la turbulence. À 22h51, le vol 2501 a signalé qu'il était au-dessus de Battle Creek à 3500 pieds et qu'il serait au-dessus de Milwaukee à 23h37. Lorsqu'il se trouvait à proximité de Benton Harbor, à 23h13, le vol a demandé une altitude de croisière de 2500 pieds. Cependant, aucune raison a été donnée pour la demande. La RTC n'a pas pu approuver cette altitude en raison d'un autre trafic. L'accusé de réception indiquant que l'ARTC ne pouvait pas approuver la descente à 2500 pieds a été reçu à 23h15 et c'était la dernière communication reçue du vol. À 23h37, Northwest Radio à Milwaukee a informé la compagnie à La Guardian et Minneapolis et l'ARTC à Chicago que le vol avait 10 minutes de retard car il avait incorrectement copié le rapport de vol 2251. À 23h45, Northwest Radio à Milwaukee a transmis aux instructions de vol pour encercler la station de distance à Madison, Wisconsin, si son émetteur radio était inopérant. Au cours de la même période, toutes les stations radio de la CAA Civil Aeronautic Administration de la zone Chicago-Minneapolis ont tenté de contacter le vol sur toutes les fréquences. À 23h58, Chicago ARTC, à la demande de Northwest Airlines, a alerté les installations de sauvetage air-mer de la région, qui comprenaient l'armée de l'air, la marine, la garde côtière et la police d'État de l'Illinois, du Michigan, du Wisconsin et de l'Indiana. On a supposé que l'avion manquant avait été impliqué dans un accident à 5h30, puisque l'approvisionnement en carburant à ce moment-là aurait été épuisé. Une recherche intensive de la région du lac Michigan a commencé à la lumière du jour le 24 juin. Le jour suivant, à 18h30, le garde-côte américain Woodbine a trouvé une nappe de pétrole, des débris d'aéronefs et le journal de bord de l'aéronef dans le lac Michigan, à environ 28 km au nord-ouest de Benton Harbor. À 5h30, le 25 juin, des opérations de recherche sous-marine ont été menées avec des plongeurs et un équipement sonar. Des plongeurs sont descendus au point où de forts contacts sonars ont été établis. À ces endroits, le fond du lac se trouvait à 45 mètres sous la surface de l'eau et était recouvert d'une couche de limon et de boue estimée à 11 mètres de profondeur. La visibilité était inférieure à 20 cm. La possibilité de localiser quoi que ce soit était faible et les mouvements étaient sévèrement limités. En plus des opérations de plongée, toute la zone a été draguée au grappin, mais sans résultat. Après 2 jours d'opération, la marine a suspendu ses recherches en raison des conditions difficiles et parce que rien n'avait été trouvé qui indiquerait que l'avion pouvait être récupéré. Depuis lors, la garde côtière et les aéronefs qui volent dans cette zone ont maintenu une surveillance maritime et aérienne.
Alors que 2 policiers ont rapporté qu'environ 2 heures après la dernière communication avec le vol 2501, ils ont vu un étrange feu rouge planer au-dessus du lac Michigan et disparaître au bout de 10 minutes. Cette déclaration a fait la spéculation qu'un ovni a joué le rôle derrière le crash du vol 2501 et sa disparition. À ce jour, l'épave de l'avion n'a jamais été retrouvée et la raison de l'accident reste inconnue. Théorie derrière le mystère du triangle du lac Michigan. Une théorie populaire transmet le mystère du triangle du Michigan et est essentiellement centrée sur une ancienne formation rocheuse sous-marine découverte en 2007, qui repose sur le sol du lac Michigan. L'anneau de rocher de 12 mètres ressemble au Stonehenge. C'est l'un des sites historiques les plus débattus. Et une pierre à l'extérieur du cercle semble avoir des sculptures qui ressemblent à un animal préhistorique, ressemblant à un éléphant appelé mastodonte, qui a disparu il y a environ 10 000 ans. Il y a eu de nombreux rapports d'activité paranormale, tels que des observations d'ovnis sur le lac, et certains croient même que le triangle du Michigan est un portail du temps, qui est une porte dans le temps représentée comme un vortex d'énergie, qui permet à la matière de voyager d'un point dans le temps à un autre en passant par le portail. Au fil des ans, le mystère du triangle du Michigan intrigue les gens et il a gagné son nom de triangle du diable du Michigan pour avertir tout le monde de son côté sombre. La disparition de Steven Kubacki dans le triangle du lac Michigan. Steven a disparu le 20 février 1978. Il était un étudiant de 23 ans au Hope College de Holland, dans le Michigan, une université chrétienne privée, située près de la rive et du lac Michigan, lorsqu'il a disparu le 20 février 1978, alors qu'il effectuait un voyage de ski de fond en solo près de la ville de Saugatuck. Au lendemain de son voyage au lac Michigan, des motoneigistes de Saugatuck ont repéré des skis de fond abandonnés, avec un sac à dos, et ont contacté les autorités pour signaler une personne disparue. Ils ont rapidement découvert que le contenu du sac appartenait à Steve, et une mission de recherche et de sauvetage a été immédiatement lancée. Le seul indice était une traînée d'empreintes de pas de 200 mètres dans la neige, menant au bord du lac, qui s'est terminé brusquement, amenant les enquêteurs à conclure que Steve était tombé à travers la glace jusqu'à son décès, soit par noyade, soit par hypothermie. La région proche du lac Michigan était un endroit que Steve avait visité plusieurs fois auparavant. Steven était également connu pour être un amateur de plein air enthousiaste, qui avait auparavant escaladé des montagnes tout en étudiant à l'étranger en Europe. Il avait déjà fait du ski de fond dans la même région bordant le lac Michigan. Le voyage ce week-end n'était pas particulièrement inhabituel, mais le reste de l'histoire l'est. Le 5 mai 1979, bien plus d'1 an après sa disparition, Steven s'est réveillé dans une colline herbeuse à Springfield, Massachusetts, à 1126 km à l'est de l'endroit où il avait disparu. Après sa réapparition, Steven a déclaré aux journalistes qu'il s'était retrouvé à porter des vêtements qu'il ne reconnaissait pas comme les siens et qu'il avait un sac à dos rempli de cartes et de panneaux d'autostop suggérant qu'il avait fait beaucoup de voyages. Sacramento, San Francisco, Reno, Chicago, Utah. Il avait également $40 en espèces, de nouvelles lunettes, des baskets et un t-shirt d'un marathon dans le Wisconsin. « J'ai l'impression d'avoir beaucoup couru », a-t-il déclaré dans une interview la semaine de sa réapparition. Sa mémoire jusqu'à sa disparition est restée intacte. Il a dit que la dernière chose dont il se souvenait était d'avoir froid et d'avoir peur d'être perdu dans l'obscurité glacée. Steven a déclaré à un journaliste qu'il pensait que sa perte de connaissance était causée par l'épuisement et l'exposition et a déclaré qu'il consulterait un médecin pour un examen physique, mais qu'il ne consulterait pas de psychiatre.
Steven a insisté sur le fait qu'il était dans un état d'esprit sain lorsqu'il est parti pour le voyage de ski et qu'il l'était toujours. Les détectives qui ont enquêté sur sa disparition avaient des doutes sur la théorie de la noyade. Ils ont envoyé ses dossiers dentaires à Chicago pour voir si Steven pourrait être parmi les victimes non identifiées du tueur en série John Wayne Gacy. Aujourd'hui, Steven reste bien vivant dans le nord-ouest du Pacifique, travaillant comme psychologue. Il a écrit un livre intitulé Metalegal Foundation of Existence. Pendant des décennies, il a refusé de parler de sa disparition aux journalistes. L'histoire de Steven n'a pas beaucoup retenu l'attention des médias, pas même une page Wikimedia, mais il est populaire dans les communautés en ligne concernées par le paranormal. L'une des raisons en est le lieu de la disparition de Steven, près de la limite sud-est du soi-disant triangle du lac Michigan. Steven a déclaré aux journalistes en 1979 qu'il allait essayer de revenir sur ses pas pour reconstituer où il était quand il était parti. Est-ce qu'il l'a fait? A-t-il trouvé quelque chose? Ou ne l'a-t-il pas fait parce que ce n'était pas nécessaire? Le triangle de l'Alaska, un endroit mystérieux où plus de 16 000 personnes ont disparu. Si le triangle des Bermudes est bien connu de tous, il existe un autre endroit au monde où d'innombrables disparitions de bateaux et d'avions ont été signalées, le triangle de l'Alaska. Même si l'endroit n'est pas très connu, il suscite beaucoup de curiosité et de nombreuses théories circulent sur le sujet. Vortex, spatio-temporel, monstre mythique ou simple coïncidence. Le triangle de l'Alaska est une zone de nature sauvage, reliant les 3 points de la ville de Juneau, de Barrow et d'Anchorage. La zone couvre également la région nord de la chaîne de montagnes Barrow. Pendant des décennies, le triangle a fait l'objet de recherches et de discussions en raison de multiples disparitions mystérieuses qui y ont lieu. En effet, dans le triangle des Bermudes de l'Alaska, les avions tombent, les randonneurs disparaissent et les habitants ainsi que les touristes semblent disparaître dans des contextes qui restent actuellement inexpliqués. L'une des plus célèbres disparitions dans la région s'est produite en octobre 1972, lorsque 3 politiciens américains, Al Boggs, Nick Begins et Russell Brown, ainsi que le pilote Don John et son avion ont disparu. Les disparus ont été activement recherchés pendant 39 jours et un impressionnant arsenal avait été déployé pour les recherches. Mais absolument rien n'a été retrouvé, ni dépouilles, ni épaves. À l'époque, les théories du complot affirmaient que la disparition avait été orchestrée ou dissimulée par le directeur du FBI, J. Edgar Hoover, en réponse aux luttes politiques intenses qu'il avait eues avec Al Boggs. À ce jour, aucune trace de l'avion ou des hommes n'ont été retrouvées. Depuis cette disparition, de nombreuses autres personnes ont été portées disparues à proximité du triangle de l'Alaska. Officiellement, plus de 16 000 personnes y ont disparu depuis 1988 et le taux de disparition y a été évalué à 1 personne sur 250. Jusqu'à présent, la meilleure explication rationnelle sur ces multiples disparitions est liée au fait que la région est essentiellement constituée d'une nature vierge et sauvage, qui regorge de nombreux dangers potentiels. À cela s'ajoute le fait que la région a un climat capricieux, pouvant tromper même les explorateurs les plus aguerris. La disparition de Richard Lyman Griffin. Richard est célèbre pour avoir inventé un cocon de survie en milieu sauvage. L'été 2006 semblait le moment idéal pour lui de le faire. Il voulait désespérément tester sa fiabilité. Personne n'a remis en question ses motivations lorsqu'il est parti pour la nature sauvage du sud-est de l'Alaska. Il a fallu plus d'1 an à quiconque pour signaler sa disparition. Après l'enquête officielle, les autorités ont conclu qu'un bus l'avait déposé le long de la route de l'Alaska, où il s'était enregistré dans un pavillon près de la rivière White.
Il a laissé une partie de son équipement et a informé certaines personnes qu'il prévoyait d'aller camper à McCarthy, une petite ville près du parc national de Saint-Elias. Lorsque Richard a commencé sa randonnée, il n'est jamais revenu. Alors que la plupart des gens pensaient qu'il testait son cocon sauvage, personne n'a pris la peine de vérifier s'il allait bien jusqu'à plusieurs mois après. À ce jour, les traces du corps ou du cocon de Richard n'ont jamais été retrouvées. Étant donné qu'il a disparu dans une région du triangle de l'Alaska, il a rejoint la liste des plus de 16 000 personnes qui ne sont jamais revenues. Alan Foster n'est peut-être pas une figure populaire, mais lui aussi fait la liste des personnes qui ont mystérieusement disparu dans le triangle de l'Alaska. Le 9 septembre 2013, Alan a piloté un Piper PA-32-260 qui a ensuite été porté disparu alors qu'il voyageait au-dessus de la région du triangle de l'Alaska. Le National Transport Safety Board rapporte qu'Alan avait volé selon un plan de vol selon les règles de vol à vue, fait le plein à Yucatan et a continué à voler vers 15h30. Il a même contacté le service de vol de Juneau, indiquant qu'il s'arrêterait à Cordova si les conditions l'exigeaient. Cependant, 18 minutes après le décollage, quelque part entre le glacier Malaspina et le golfe d'Alaska, le radar a montré que l'avion d'Alan descendait à environ 1100 pieds avant de disparaître. Personne n'a plus jamais entendu parler d'Alan Foster et aucun reste de son corps ni de l'avion n'a depuis été retrouvé. La disparition d'Alan est mystérieuse parce qu'il était expérimenté. Il avait plus de 9700 heures de vol dans divers avions. Il n'arrêtait pas de demander des détails clés avant et pendant son vol et il n'a jamais signalé de problème avant de disparaître. Le seul facteur suspect est l'endroit où il a disparu, le triangle de l'Alaska. Frank Milano, éducateur traditionnel et mentor sur la vie de subsistance, la chasse et la culture, Frank a été porté disparu à Nenana le 17 août 2020. Il rejoint les milliers de personnes qui ont succombé à la colère du triangle meurtrier de l'Alaska. Il y a très peu d'informations disponibles sur la disparition de Milano. La police sait seulement qu'il s'est réfugié dans une cabane voisine le premier jour où sa disparition a été signalée. Plusieurs années plus tard, il n'y a aucune trace de sa dépouille. Malheureusement, cette mystérieuse disparition est typique de la plupart des victimes du triangle de l'Alaska. Très peu d'informations sont disponibles, mais des personnes continuent de disparaître. Leonard Lane était un vétéran de la Seconde Guerre mondiale, âgé de 73 ans, au moment de sa disparition. Le soir du 4 juillet 1995, Leonard a été porté disparu après un défilé à Fairbanks. Il a disparu dans le triangle de l'Alaska où il s'était promené. Ceux qui l'avaient vu quelques instants avant sa disparition disent qu'il boitait, probablement à cause des blessures subies pendant la guerre. Typique des autres cas où des personnes ont disparu mystérieusement dans le triangle de l'Alaska, la police n'a aucune piste quant à ce qui aurait pu arriver à Leonard. 2 ans plus tard, en 1997, il a été déclaré légalement décédé, mais son cas n'est toujours pas résolu. Thomas Anthony Nussey était un infirmier bien connu qui a voyagé à travers l'Alaska, prenant différents quarts de travail à divers endroits. Il avait un travail bien rémunéré et un mode de transport parfait, mais évidemment pas d'adresse de résidence permanente. Alors qu'il séjournait dans un motel Super 8 à Anchorage, Nussey a été porté disparu après avoir omis de se présenter au travail à Bethel, en Alaska, à un court vol de l'endroit où il séjournait. Les rapports des enquêteurs indiquent que Nussey a été aperçu en train d'acheter un paquet de cigarettes, un briquet, des chips et du soda dans une station-service la veille de sa disparition. Les rapports montrent également qu'il était en compagnie d'une femme. En interrogeant le personnel du motel Super 8, certains ont déclaré qu'un autre homme avait été aperçu dans la chambre de Nussey, la même nuit qu'il avait disparu. Alors que son vélo et sa Jeep ont été retrouvés plus tard, personne ne sait vraiment où Nussey a disparu à ce jour. Le 3 juin 2019,
Shanna Oman a disparu après avoir quitté la maison de son amie à Fairbanks en Alaska vers midi. Suite à sa visite, l'amie de Shanna l'a déposée à Nico River, près de chez elle. Lorsque Shanna était entièrement hors de vue, son amie a conclu qu'elle allait bien. Cependant, plusieurs heures plus tard, la colocataire de Shanna a appelé l'amie à qui Shanna avait rendu visite plus tôt, indiquant qu'elle n'était pas arrivée à la maison. Après avoir déposé un dossier de personnes disparues, les autorités ont ratissé la zone. Même si cela semble répétitif, Shanna n'a jamais été revue. À ce jour, personne ne sait vraiment ce qui lui est arrivé dès qu'elle s'est éloignée de la maison de son amie. Quoi qu'il en soit, elle rejoint la liste des disparitions mystérieuses dans le triangle de l'Alaska. Paul Michael Lemaître, un marathonien de 65 ans, participait pour la première fois à la 85e édition de la Mount Marathon Race, lorsqu'il a soudainement disparu de la surface de la Terre. Habituellement, les participants doivent gravir la montagne aux forêts épaisses et naviguer à travers des criques sur environ 4,5 km. La dernière personne à avoir vu Paul était un commissaire de course. Il se souvient l'avoir vu monter jusqu'au point de retournement à environ 60 mètres de la ligne d'arrivée. Même si les conditions météo étaient brumeuses, le commissaire a certifié que Paul n'avait aucun problème. Au contraire, lorsqu'on lui a demandé son numéro de dossard, Paul a répondu 548, indiquant qu'il était toujours conscient. Cependant, c'était la dernière fois que Paul a été vu ou entendu depuis. Tous les efforts des experts en sauvetage en montagne, des soldats de l'État et des chiens de recherche se sont avérés vains. Paul n'a jamais été retrouvé. Il existe malheureusement d'autres disparitions. Si ce format vous plaît, dites-le moi dans les commentaires, je referai plusieurs vidéos dessus. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous.